Bonjour Cécile, Elodie, Mallory, Rachida, Noémie, et je n'ai pas le prénom présidence oreille, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour et bienvenue du coup sur ce talk organisé par Charlotte Gamard dans le cadre de son blog et de sa page Instagram Réflexion orthophonique. Je vous laisse quelques petites secondes pour arriver. Et puis, il y a certainement une grande partie des personnes intéressées par ce sujet qui viendront regarder ça plutôt en replay. Bon, déjà parce qu'on vous a prévenu un peu tard et puis parce qu'on est sur un week-end de pont, donc il y a des chances qu'il y ait pas mal de personnes qui soient occupées à faire autre chose et tant mieux. Hop, je coupe juste les micros, hop, des personnes. Mais hop, un dernier, voilà. Mais n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le chat. Et puis, si vous êtes encore là à la fin, donc dans une trentaine de minutes, on aura aussi un quart d'heure pour un quart d'heure de FAQ, si ça vous intéresse. Alors, je vais juste voir si je peux faire apparaître. Voilà, donc comme ça, je n'ai pas de retour de mon côté et c'est bon. Allez, donc je vous propose qu'on démarre. Le sujet du jour, c'est ton cadre est aussi un puissant levier d'efficacité pour tes séances. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis le aussi. On va voir ça juste après. Alors, en général, quand on parle de cadre, on imagine que ça va nous aider à avoir moins d'absence, moins de retard de paiement, moins de retard tout court des patients qui arrivent en séance, etc. Au mieux organiser les vacances scolaires ou des choses comme ça. Alors oui, c'est le cas. Ça va vous aider à faire tout ça, le cadre. Mais pas que, il va aussi, ce cadre, améliorer vos suivis. Donc c'est l'objectif de cette mini-conférence, de ce talk, de contribuer à vous ouvrir les yeux sur l'impact d'un cadre flou sur l'efficacité de vos suivis orthophoniques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le cadre? Le cadre, en tout cas, ma définition à moi, parce qu'il n'y a pas dans le dictionnaire quelqu'un qui aurait défini ce que c'est le cadre en orthophonie, donc chaque personne qui parle du cadre met un peu sa définition. Moi, ma définition à moi, c'est l'ensemble des règles et fonctionnements, implicites et explicites, qui organisent notre travail clinique et extra-clinique et qui posent en fait le cadre de notre collaboration avec les parents et les patients. J'ai mis notamment parce que finalement, le cadre, il touche au-delà, il va au-delà de la collaboration avec les parents et les patients, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce sujet du cadre, il est assez vaste. On se concentre aujourd'hui sur cette partie-là. Le cadre, il évolue avec notre vie, avec notre expérience, avec nos besoins du moment. Ce cadre, il est temporalisé, c'est-à-dire qu'il est lié à un contexte particulier. Vous n'aurez pas le même cadre si vous revenez d'un congé maternité que si vos enfants ont 15 ans et 18 ans. Vous n'aurez pas les mêmes besoins, pas les mêmes priorités, pas les mêmes envies. Et là, je parle du contexte personnel, mais le contexte professionnel peut aussi jouer sur votre cadre, bien sûr. Et un petit aller-retour sur la question de la posture, parce que souvent on parle de cadre et de posture. Pour moi, la posture, c'est ce que les autres perçoivent de notre cadre. Ce sont les mots qu'on utilise, l'attitude qu'on a, la façon d'accueillir ce qui se passe dans la relation. Donc, finalement, la posture, c'est notre manière d'incarner notre cadre. Alors, ce qu'on a l'habitude de mettre dans le cadre, ça concerne l'idée de fixer des limites externes. Là, je vous ai mis quelques exemples. Ici, par exemple, interdire les lapins, encadrer les retards, clarifier les créneaux horaires, refuser les paiements en retard, etc. Dans ce cadre-là, le cadre est vu comme un outil de protection pour éviter les abus. La fonction essentielle, c'est de finalement protéger votre temps, votre énergie et votre santé mentale. Et en ça, c'est extrêmement important, évidemment. Mais ça, ces limites externes, ça ne représente qu'une partie du cadre que vous allez pouvoir poser. C'est ce que moi j'appelle le cadre extra-clinique, c'est-à-dire qu'on va organiser, coordonner ce qui va se passer en dehors du soin. Et c'est en général, quand on parle de cadre sur les réseaux sociaux, c'est de ça dont on parle. Sauf qu'on oublie souvent une autre partie du cadre que moi j'appelle le cadre clinique, et c'est ce qui va concerner directement le soin, le suivi et la relation thérapeutique. Chaque orthophoniste aura son propre cadre clinique. Je vous ai mis quelques exemples ici. Ça peut ressembler, réfléchir et poser son cadre au niveau clinique, ça peut consister à se demander comment est-ce que je communique les progrès aux parents. Est-ce que je le fais est-ce que toutes les séances, on fait un point avec les parents? Est-ce qu'on se prévoit un point mensuel, un point trimestriel? Est-ce qu'on fait plutôt de la visio? Est-ce qu'on se voit en direct? Est-ce que je peux partager des choses aux grands-parents? Donc ça, par exemple, ça fait partie du cadre.
Comment est-ce que je questionne les attentes des parents? Comment est-ce que je verbalise la co-responsabilité dans le soin? Comment est-ce que je crée ou je co-crée mes objectifs de soins? Tout ça sont des questions à se poser, sont des process à élaborer, des organisations à verbaliser avec le patient qui constituent ce que moi j'appelle le cadre clinique. Là, je vous ai mis que quelques exemples, il y en aurait d'autres, mais c'était juste pour illustrer. Pardon. Donc, votre cadre clinique, il va être modifié, il va se moduler, évoluer en fonction de votre expérience, votre passé, vos formations, etc. Tous ces éléments qui vont constituer le cadre clinique vont être éventuellement discutés, explicités, partagés avec votre patient dans le but d'encadrer la relation de soins. Et tout ça, ça va avoir un impact majeur sur le lien thérapeutique, mais aussi sur l'efficacité de votre suivi orthophonique. Alors, un cadre clinique et extra-clinique flou, ce n'est pas seulement inconfortable, ça va avoir un impact aussi sur votre clinique, il pourrait y avoir, on le verra juste après avec des exemples, des facteurs de désengagement du patient, des facteurs de désorganisation de la prise en charge et des facteurs de perte de sens pour l'orthophoniste. Inversement, un cadre clair, aligné et incarné dans votre posture, ce n'est pas devenir rigide ou autoritaire. C'est au contraire ça qui va fluidifier vos séances, renforcer l'alliance thérapeutique et améliorer les résultats du soin. Voyons 10 conséquences cliniques directes d'un manque de cadre. Alors là, je vais mélanger cadre clinique et extra-clinique. Je vous ai fait la distinction juste avant, juste pour amener cette notion de cadre clinique qu'on oublie souvent. Mais là, dans la suite de la démonstration, je vais mélanger les deux. On va surtout voir les conséquences que ça peut avoir. Donc, si par exemple, je ne pose pas le cadre sur les horaires et les retards, c'est-à-dire que les patients arrivent en retard, je ne dis rien. Il y a certains parents qui viennent récupérer les gamins un peu en avance parce qu'ils doivent aller au tennis, au poney ou je ne sais pas quoi, je ne dis rien. Donc, quand je ne pose pas de cadre sur les horaires et les retards, eh bien parfois, les séances ne commencent pas toujours à l'heure. Alors, évidemment, ce n'est pas tous les jours, mais on peut imaginer que si je ne dis rien, eh bien, ça peut être récurrent avec un ou plusieurs patients. Quand ça se passe comme ça, quand je ne pose pas de cadre sur les horaires et sur les retards, eh bien, potentiellement, je vais réduire mon temps de séance. Évidemment, si j'ai moins de temps pour travailler avec mon patient, eh bien, mon suivi orthophonique est de moins bonne qualité. C'est quand même pas pareil. Déjà, les séances de 30 minutes, c'est très court. Donc, c'est quand même pas pareil de faire 20 minutes de séance ou 30 minutes de séance. 20 minutes, en plus, on va être pressé, on va presser le patient comme un citron. Et du coup, la qualité de la présence et la qualité de la relation sera moins bonne. On va aussi éventuellement déborder sur la séance d'après, ce qui va générer des tensions chez nous. Parce qu'on va se dire, ben non, mais attends quand même, je vais lui faire 30 minutes de séance. Et donc, quand le patient arrive avec ses 10 minutes ou son quart d'heure de retard, on est déjà tendu. On est énervé, on dit rien peut-être, parce qu'on a du mal à fixer le cadre, mais on est tendu. Et cette tension, elle va se ressentir en fait dans la qualité de la séance en fait qu'on est en train de passer avec notre patient actuellement, mais aussi avec le patient d'après, parce que le patient d'après, on le prend en retard, on est tendu, on râle à l'intérieur, on rumine en se disant ouais, c'est toujours moi qui dois assumer les conséquences, je vais être en retard, je vais accumuler le retard toute la journée, etc. Donc, ça a un vrai impact en fait sur notre posture, notre bien-être en tant que professionnel de santé. Si le cadre n'a pas été posé sur les absences et la régularité du suivi, eh bien le suivi peut être décousu à cause des absences non régulées. Alors je dis bien peut-être, parce qu'il y a des parents avec qui on n'aura jamais fait le point, qui ne rateront jamais aucune séance et ça se passera très bien. C'est pas avec ces patients-là que le cadre il est intéressant, c'est avec les autres. Donc si le suivi est décousu à cause des absences non régulées, eh bien évidemment mon patient évolue en pointillé. Mon patient est finalement insatisfait de ça. Et moi aussi, je suis insatisfaite parce que je vois bien que ça n'avance pas. On a fait déjà 25 ou 30 séances, on peine à voir les résultats. Et tout ça, évidemment, ça a un impact sur la qualité du soin, ça a un impact sur le lien thérapeutique et la confiance mutuelle qu'on se donne entre le patient et l'orthophoniste. Si l'importance de l'engagement familial, pourquoi c'est important et comment il pourrait s'engager le parent ou la famille, si ça, c'est pas explicité, eh bien la co-responsabilité n'est pas assimilée. Et ça donne que si je donne des exercices à faire à la maison, ils vont peut-être pas être faits. Si ça va être des parents qui posent peu de questions, des parents qui vont lâcher leur enfant sur le parking en bas du cabinet. Alors évidemment, on peut être un parent qui est à fond dans le suivi de son enfant et le lâcher sur le parking en bas du cabinet, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir du coup des parents qui vont être engagés de manière très superficielle dans le suivi. Et évidemment, ça va avoir un impact sur la qualité du soin et l'avancée en fait de la rééducation orthophonique.
Si je n'ai pas fait le point avec les attentes des parents, eh bien peut-être que le parent va développer des projections fausses selon des connaissances erronées. Imaginons un monsieur qui arrive et qui dit oui, bah, mon fils il vient, il a un zozotement, le fils de mon voisin a eu pareil, en 3 mois c'était réglé. Si vous ne prenez pas le temps de discuter avec le parent, avec le père sur cette information-là, qu'il vous l'ait dit d'ailleurs ou qu'il ne vous l'ait pas dit. Le père peut venir en disant bah oui, il a un problème d'articulation, sans vous dire qu'il connaît quelqu'un qui a eu le même problème et dont la rééducation a été réglée en 3 mois. Si vous ne faites pas le point sur ça, eh bien la conséquence, c'est qu'il peut y avoir de la frustration quant au résultat. Au bout de 3 mois, le père qui imaginait que ça allait être réglé commence à s'impatienter un peu, il commence à poser des questions et à se poser des questions. Il vous pose des questions à la fin de la séance, il ne comprend pas trop, c'est un petit peu long. Il trouve, voilà, il commence à questionner en fait votre compétence d'orthophoniste, à remettre en cause, en question le suivi, en se basant tout simplement sur des informations erronées. Et du coup, ça a un impact sur la confiance mutuelle, évidemment. Si on avait fait le point avec le parent sur les attentes qu'il avait, sur les croyances qu'il avait sur le suivi, sur ce qu'il pensait qu'il allait se passer dans cette rééducation orthophonique, eh bien, on aurait découvert que, bah oui, il s'attendait à ce qu'en 3 mois, le trouble articulatoire de son fils allait être résolu. Alors qu'en fait, bah, peut-être que toi, en bilan, vous avez constaté que ce n'était pas du tout un trouble articulatoire, qu'il y avait quelque chose d'autre, que ça touchait le langage, que ça touchait la parole et bah, que ça allait être beaucoup plus long que 3 mois. Si vous aviez fait le point sur les attentes, vous auriez pu verbaliser ça. Et peut-être vous l'avez déjà verbalisé, mais peut-être que si le père vous avait dit mais non, mais, je pense que ça va être résolu en 2, 3 mois, comme le fils de mon voisin, vous auriez pu réinsister sur le fait qu'on n'était probablement pas face à un petit trouble articulatoire à régler, mais quelque chose de peut-être un peu plus lourd qui prendrait un peu plus de temps. Si le but des séances n'a pas été explicité avec les parents, c'est-à-dire que le parent n'a aucune idée du projet de soins, il ne sait pas à quoi s'attendre comme résultat, il sait pas vraiment quand est-ce que finalement, combien de temps le suivi pourrait durer, eh bien, vous risquez de vous confronter à une difficulté de clôture de la prise en charge. Imaginons que vous êtes face à un patient qui a un trouble spécifique du langage écrit et pour lequel le parent imagine que l'orthophonie va guérir l'enfant. Si vous ne faites pas le point sur ce que c'est qu'un trouble, sur l'impact que ça peut avoir au niveau fonctionnel, sur l'idée qu'il va falloir travailler sur des compensations, eh bien, le parent va peut-être être étonné quand au bout de, je ne sais pas, hein, n'importe quoi, 2 ans, vous proposez une pause parce que vous constatez qu'au niveau fonctionnel, l'enfant arrive à bien compenser, que les évolutions sont positives, que l'enfant vit bien son trouble, que les aménagements ont été mis en place à l'école. Eh bien, vous proposez cette pause en vous disant, bah, c'est bon, ce qu'on pouvait faire, en tout cas jusqu'à maintenant, a été fait. Eh bien, peut-être le parent va être étonné et dire et imaginer que, ben, non, enfin, on ne peut pas arrêter le suivi. Attendez, mon enfant, je ne sais pas, hein, il a fait une dictée, il a encore eu 8/20. C'est pas possible, tant qu'il a 8/20, on n'arrête pas le suivi. Eh ben non, le but de l'orthophonie, ce n'est pas de permettre à l'enfant d'avoir un 14/20 à la dictée. Et du coup, ça vaut le coup d'expliciter quel est le but en fait des séances et quels sont les objectifs que l'on cherche à atteindre avec le type de trouble pour lequel l'enfant vient consulter. Et du coup, oui, j'avais mis ça aussi. Et du coup, bah, si vous avez du mal à poser le cadre et que le parent insiste pour que le suivi se poursuive, peut-être que vous allez vous dire, bon, bah, ça va, on continue encore un peu, alors qu'en fait, il n'y a plus de plus-value clinique. Si l'objectif thérapeutique n'a pas été clarifié, voire co-construit avec l'enfant lui-même, eh bien, l'enfant, il ne sait pas trop ce qu'il fait là. Et la conséquence, c'est qu'il risque de perdre rapidement en motivation devant les séances qui s'égrènent, ce qui a évidemment un impact sur les apprentissages, parce que si l'enfant s'ennuie, il va moins s'imprégner de tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il apprend en séance. Ça, par exemple, juste une petite parenthèse, là, on est bien sûr du cadre clinique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec mon projet thérapeutique? Est-ce que je co-construis avec le patient? Est-ce que je ne le co-construis pas? Si je le co-construis ou que je ne le co-construise pas, eh bien, comment est-ce que je le verbalise avec lui? C'est quoi mon process? Comment est-ce que je procède en fait avec mes patients? Alors évidemment, vous aurez peut-être plusieurs manières de procéder en fonction du type de patho, en fonction du type de patient, mais de se poser des questions sur ça, par exemple, sur ce type de cadre-là, eh bien, ça peut être important pour que justement, on ne subisse pas ce type de conséquences-là. Si le rôle de l'orthophoniste n'a pas été clairement défini, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ses limites aussi par rapport aux troubles, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec des patients qui ont des attentes, qui sont déçus, qui font des demandes inappropriées, et l'orthophoniste qui fait peut-être des choses qui ne sont pas de son ressort. Imaginez par exemple un suivi pour une pathologie neurodégénérative.
Les enfants sont très affectés par la maladie de leur maman et ils vous sollicitent pour remplir des documents d'aide, pour recevoir des aides à la maison. C'est pas votre rôle à vous de faire ça et en même temps, bah, les enfants insistent et voilà, vous vous retrouvez, c'est samedi après-midi, à chercher sur ChatGPT comment est-ce qu'on fait pour compléter des dossiers de demande d'aide, alors que c'est pas de votre ressort. Donc, vous allez perdre du temps et chez vous, en perso, et au niveau professionnel parce que vous maîtrisez mal votre sujet, parce que c'est pas à vous de le faire. Ce serait plutôt, je sais pas, une assistante sociale ou peu importe. Donc, vous vous retrouvez à faire des choses parce que vous n'arrivez pas à poser le cadre, parce que vous n'avez pas clarifié clairement quel est votre rôle dans la prise en charge de cette maman. Et donc, vous vous retrouvez à perdre du temps sur les séances. Et si en plus vous refusez, peut-être la famille va être étonnée à un moment donné et ça aura un impact sur le lien thérapeutique. Et si le lien, alors je crois qu'il nous en reste encore deux sur les conséquences. Donc, si le lien que vous entretenez avec l'éducation nationale n'a pas été clarifié, le lien ou le non-lien d'ailleurs, hein, eh bien, ça peut aussi semer la confusion chez les parents qui vont peut-être vous faire des demandes inappropriées. Ils vont peut-être vous demander de faire les devoirs, ils vont peut-être vous demander de revoir un contrôle de lecture qui n'a pas marché, ils vont peut-être vous demander de compléter un document récapitulatif de ce qui a été fait en séance pour la maîtresse. Et tout ça, eh bien, ça va, bah, vous allez dire non, ou alors vous allez dire oui parce que vous n'osez pas dire non, et ça aura forcément un impact aussi sur la qualité du suivi orthophonique. Si l'articulation des séances n'a pas été clarifiée avec le parent qui assiste en séance, eh bien, il peut y avoir des dérives sur une ou plusieurs séances, ce qui pourrait avoir un impact sur l'implication de notre petit patient. Par exemple, si le papa est là et puis bah, son téléphone il sonne, ou alors il vibre toute la séance, et puis il l'éteint jamais. Un parent qui est sur la chaise à côté sur le bureau et puis qui s'ennuie et qui finit par scroller sur son téléphone. Ou alors même un parent qui surinterviendrait et répondrait à la place de l'enfant. Si on ne clarifie pas comment va s'articuler la séance avec le parent, eh bien, il peut y avoir ces dérives-là et évidemment, ça peut avoir un impact sur la qualité des séances qu'on est en train de prodiguer. Ça aussi, on est sur du cadre clinique ici, c'est-à-dire quelque chose que vous devez penser, réfléchir et verbaliser aux parents. Et chaque cadre sera différent. Il n'y a pas deux orthophonistes qui vont verbaliser les choses de la même manière. Il y aura peut-être des mouvances, mais chacune va l'exprimer avec sa posture, sa personnalité, ses besoins, ce qui est important pour elle. Et alors, on est sur la conclusion ici. Finalement, l'absence de cadre va finalement générer des micro-conflits réguliers, ce qui va créer de la friction avec les parents. Et bah, finalement, s'il y a beaucoup de friction, bah, dès qu'on peut, on fait sauter des séances. Je dépose mon gamin sur le parking, je ne monte plus voir l'ortho parce qu'à chaque fois qu'on se voit, elle a un truc de travers et ça me gonfle, je ne monte plus. Je commence à chercher notre orthophoniste, voire j'arrête le suivi parce qu'il y a trop de friction avec cette ortho. Et là, on se retrouve avec un patient qui est en perte de chance parce que le temps qu'il retrouve un autre rendez-vous, il y a des mois qui vont se passer. Donc ça, c'était les conséquences directes d'un manque de cadre. Et on va voir maintenant les conséquences indirectes d'un manque de cadre avec un impact aussi sur l'efficacité du suivi orthophonique. Finalement, si la famille, elle malmène régulièrement le cadre, parce que le cadre est flou, voire inexistant, et c'est important de le dire, hein, parce que si une famille malmène le cadre, j'ai envie de dire, ce n'est pas sa faute, c'est de la responsabilité de l'orthophoniste qui n'a pas posé et reposé son cadre. Donc, si la famille malmène régulièrement le cadre, c'est l'orthophoniste dans sa globalité qui va être affecté. Et ça aura du coup une influence sur la qualité du soin qu'elle propose à ses patients. Parce qu'une orthophoniste qui ne va pas bien, parce qu'elle est justement challengée par ce cadre qui est difficile pour elle, eh bien, une orthophoniste qui ne va pas bien, c'est une orthophoniste qui est moins disponible, moins présente, moins patiente, peut-être même, ça va peut-être un peu loin, mais pourquoi pas, peut-être même moins pertinente dans les décisions cliniques qu'elle prend. Parce que quand on est en séance, on prend une succession de petites décisions comme ça cliniques qui nous font orienter la séance dans un sens ou dans un autre. Il faut être alerte, il faut être pleinement présent. Une orthophoniste qui est pesée qui se sent alourdie par des difficultés qu'elle rencontre globalement dans son cadre clinique et extra-clinique, ben c'est une orthophoniste qui sera peut-être moins disponible pour ça. Et puis de même, une orthophoniste qui n'a aucune idée du cadre clinique et extra-clinique à mettre en place dans son cabinet, ça va de toute façon affecter son exercice global. Quelle est beaucoup de familles qui malmènent son cadre ou pas? Alors, ça je vous ai listé différents types de conséquences, il y en a certaines qui se recoupent, mais et qui ont un impact indirect sur la qualité des séances. Parce que du coup, l'orthophoniste est impacté, et quand l'orthophoniste est impacté, ça impacte la qualité de ses séances.
Alors, premier impact, c'est que l'énergie mentale de l'ortho, elle est tournée vers la gestion des séances, les retards, les absences, les facturations. Voilà, elle est préoccupée, en fait, cette orthophoniste, par ce cadre qui est sans arrêt mouvant autour d'elle et qui est malmené. Elle a aussi son temps de réflexion clinique qui est grignoté par l'accumulation de petits bugs. Si finalement 80% des choses roulent dans le cabinet, j'ai plus de temps pour relire une formation que j'ai faite le mois dernier. Si en fait tout mon temps libre est grignoté par des coups de fil que je dois passer à cette patiente qui m'a mis un lapin, un autre coup de fil à passer parce que j'arrive pas à organiser les vacances scolaires avec tel parent qui ne me rappelle jamais, eh bien finalement on perd du temps et c'est du temps clinique qu'on a en moins pour approfondir notre pratique et améliorer nos suivis. L'orthophoniste, elle peut ressentir aussi un sentiment d'impuissance, voire de perte de contrôle face à certaines situations avec des patients qui sont en retard chronique, des patients qui ne paient pas, des indus. Ça peut vraiment jouer sur le sens qu'elle trouve dans son travail. Elle va accumuler aussi d'invisibles micro-décisions, puisqu'en fait, comme elle n'a pas de cadre, elle va sans arrêt faire, alors comme elle n'a pas de cadre, il n'y a même pas des exceptions finalement, mais chaque décision qu'elle doit prendre est une négociation. Elle se dit, alors qu'est-ce que je fais? Alors lui est arrivé 5 minutes en retard, donc bon, c'est pas grave, je dis rien. Lui est arrivé 7 minutes. Bon, 2 minutes de plus, c'est pas très grave. Alors lui, il est arrivé 10 minutes en retard, mais en fait, il y avait des bouchons. Je lui dis un truc ou je dis pas un truc. Et donc toute la journée, elle est en train de se poser des questions sur son cadre. Et en fait, c'est hyper, hyper énergivore. L'orthophoniste qui n'a pas de cadre, elle est sans arrêt obligée de s'adapter, même dans des situations où elle voudrait pas, qu'elle ne voudrait pas maintenir. Elle s'adapte quand même, elle est dans l'hyper-adaptation et ça aussi, c'est hyper énergivore. Elle est en conflit interne constant, elle veut être flexible, elle veut être bienveillante, mais elle sent que ça fonctionne pas très très bien en fait. Et du coup, elle s'en veut, elle se sent coupable. Elle ressent une profonde usure émotionnelle liée à la gestion des conflits. Elle est en surcharge administrative et organisationnelle, parce qu'il y a pas de cadre clair et notamment, par exemple, elle ne dédie pas de temps à l'administratif et donc elle est tout le temps à la bourre pour tout et ça aussi, hein, une orthophoniste, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une orthophoniste qui se sent tout le temps à la bourre, qui se sent usée émotionnellement, qui accumule, des tonnes de micro-décisions chaque jour. En fait, c'est une orthophoniste qui, en séance, elle est moins là, elle est moins présente. Alors peut-être que ça se joue sur 1 2 mais peut-être qu'à force, si on accumule tous ces éléments-là, si on accumule plein de familles qui malmènent le cadre, eh bien l'orthophoniste, à un moment donné, déjà, elle frôle l'épuisement, voire le burn-out et puis, en séance, il y a quelque chose qui se joue où elle est moins disponible, elle est moins présente, elle est peut-être moins pertinente aussi. Et puis donc elle a toute son énergie émotionnelle qui est absorbée par la peur de mal faire, la peur d'imposer des règles, la peur de se retrouver face à un conflit et donc émotionnellement, elle continue à être vraiment très tendue et très irritée. Donc on a vu les conséquences directes, indirectes de l'absence d'un cadre clinique et extra-clinique clair. Voyons maintenant, et c'est juste logique, hein, mais j'avais envie de le verbaliser quand même, voyons maintenant les bénéfices cliniques et extra-cliniques d'un cadre clair. Eh bien, vos séances seront un maximum dédiées aux soins. Les patients sont moins souvent en retard, il y a moins de questions, puisque si le parent il est parfaitement au clair avec ce qui va se passer en séance, les prochains objectifs, ce que c'est la pathologie de son enfant et à quoi on peut s'attendre comme résultat, eh bien, il va poser moins de questions. Il posera des questions, bien sûr, qui vont l'aider au fur et à mesure et vous serez ouverte à ça, évidemment, mais il me posera moins de questions que vous serez obligé de répéter parce que lui, il se retrouve face à un manque d'informations qui génère de l'anxiété chez lui. Et donc, vos séances sont un maximum dédiées aux soins. Vous limitez les griefs contre certains patients puisque votre cadre est moins malmené. Du coup, vous êtes moins irrité, moins en colère, moins en train de ruminer. Et bien, vous êtes du coup vachement plus en forme. Vous gagnez du temps extra séance et du coup, vous pouvez faire de la formation, vous pouvez créer du matériel, vous reposer, faire des siestes, en tout cas, tout ce qui peut vous faire du bien au niveau pro et au niveau perso. Et tout ça, ça peut aussi évidemment améliorer votre clinique. Vous récupérez des points d'énergie puisque vous dépensez moins d'énergie à droite, à gauche, à essayer de rafistoler le cadre que vous n'avez jamais fixé avec personne. Et ça, c'est au service de la pertinence de vos décisions cliniques face aux patients. Vous vous sentez du coup plus en confiance et vous venez au travail avec plus d'entrain. Vos suivis peuvent être même plus courts puisque les parents sont plus impliqués, les enfants sont plus impliqués et vous, vous ressentez moins d'ennui avec des suivis finalement qui pourraient s'étirer de trop. Vous entretenez de meilleures relations avec les enseignants, mais pas que d'ailleurs, avec tous les pros autour de vous. Et vous soulagez, alors ça, je l'ai mis et peut-être que vous allez rire, mais vous soulagez aussi votre entourage qui n'a plus à supporter vos plaintes quotidiennes sur ces patients dits irrespectueux, qui sont en fait des patients avec qui vous n'avez jamais posé de cadre. Moi, je me souviens très bien quand je rentrais le soir du cabinet, mon compagnon, voilà, il était un peu le dévidoir de tout ce qui s'était passé dans la journée sur mes 2 premières années d'exercice. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour l'entourage.
Et puis évidemment, poser un cadre clair, ça aura un impact positif sur vos finances, clairement, parce que vous aurez moins d'absents, un emploi du temps qui sera plus rempli. Alors, maintenant qu'on a vu l'impact, les impacts directs et indirects d'un cadre qui n'est pas posé, on a vu les bénéfices qu'il y avait à poser un cadre. Je vous propose des premières étapes à explorer pour poser votre cadre. Alors, soyons clairs. Là, il me reste quelques minutes. Donc, j'ai fait quelque chose qui était rapide, parce qu'on est sur une conférence de 30 minutes avec 15 minutes éventuellement de questions si vous en avez. Dans la formation que j'ai créée sur le cadre, qui s'appelle Cadréo, on va évidemment beaucoup plus loin dans l'exploration du cadre, puisque je vous propose toutes les étapes pour le créer de manière très exhaustive. Là, je vous ai fait un micro condensé juste pour que celles qui n'ont pas envie d'aller plus loin avec Cadréo puissent au moins commencer à faire les premiers pas. Moi, clairement, dans le cadre de ce talk, si en sortant de cette petite conférence, demain, après-demain, la semaine prochaine, vous êtes juste un tout petit peu plus alerte sur votre cadre, vous captez un truc que vous n'aviez jamais capté, et vous vous dites, bon là, ça, c'est pas OK pour moi en fait, je vais aller en discuter avec la patiente. Si vous faites ça au moins avec une patiente, bah, pour moi, le bénéfice de cette conférence est acquis, c'est-à-dire que j'ai fait mon job. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous parle, je vous inviterai, je vous en parlerai à la toute fin, à suivre la formation que je suis en train de préparer. Donc, les premières étapes à explorer pour poser son cadre. Donc, l'étape numéro 1, numéro 1, je ne sais pas comment on dit, c'est de prendre une photo grand angle de votre cadre actuel. Parce qu'avant de changer quoi que ce soit, il faut savoir d'où tu pars, il faut savoir d'où vous partez. Je vous propose quelques questions simples, vous pouvez faire un print screen si vous voulez. Est-ce que ton cadre clinique et extra-clinique, il est clair pour toi? Là, c'est juste oui ou non, hein. Il y a pas... Ou alors, si vous voulez être un peu plus fine, vous pouvez mettre sur une échelle de 0 à 10. Sur une échelle de 0 à 10, où 0, c'est nul, il n'y a pas de cadre, et 10, le cadre est parfaitement clair dans tous ses détails, vous pouvez mettre voilà, où vous vous situez sur cette échelle. Ce sera un peu plus fin que oui ou non. Ensuite, deuxième question, quelles sont les situations de cadre malmené que vous rencontrez le plus souvent? Est-ce que vous avez identifié des familles avec qui votre cadre est le plus souvent malmené et est-ce que vous savez identifier pourquoi? Ça vous permettra de voir s'il n'y a pas un peu des récurrences. Si vous constatez qu'en fait, vous, ce qui pose le plus problème, c'est les paiements, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller travailler là-dessus et c'est ce que vous pourrez faire en étape 4, je crois. Si vous constatez qu'en fait, globalement, ça va, mais qu'il y a une famille avec qui ça coince, ben, vous allez peut-être vous demander c'est quoi, qu'est-ce qui se passe de spécifique avec cette famille qui coince. Vous allez peut-être constater que il y a une projection parce que le fils a la même pathologie que votre neveu et du coup, vous êtes plus flexible. Bref, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur ce qui se passe avec cette famille. Étape numéro 2, vous allez zoomer et identifier les zones de flou. Je vous invite à faire un petit inventaire. Est-ce que votre cadre il est clair sur les rendez-vous, sur les retards, les absences, les reports de rendez-vous? Est-ce que votre cadre il est clair sur l'organisation des vacances, sur les paiements, les modalités de paiement, les retards de paiement? Est-ce que votre cadre il est clair sur le rôle et la responsabilité de chacun? C'est-à-dire, est-ce que vous verbalisez ça aux familles et si oui, comment vous le faites? Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Est-ce que votre cadre est clair sur comment est-ce que je fais pour mettre fin à une prise en charge? Voilà, donc là, je n'ai mis que quelques exemples, là, mais vous pouvez reprendre d'autres exemples que j'avais mis au début sur ce que c'était le cadre clinique et extra-clinique et vous demander, voilà, qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui n'est pas clair. Troisième étape, vous allez décrire votre cadre clairement. C'est-à-dire que pour chaque zone de flou, vous allez reformuler une règle claire et sans équivoque. Par exemple, si vous avez remarqué que de nombreux patients arrivaient en retard régulièrement, votre nouveau cadre, ça pourrait être: je suis OK pour que le patient arrive 5 minutes en retard. Au-delà, un rappel au cadre sera proposé dès le deuxième retard observé. Ça, c'est vraiment typiquement une phrase de cadre qui vous permet de cadrer et d'encadrer ce qui se passe quand il y a du retard. Et vous pouvez même écrire une réponse type. Monsieur Martin, notre séance sera de nouveau écourtée aujourd'hui car nous démarrons au-delà de l'heure prévue. Cela fait 2 séances qui doivent être raccourcies depuis un mois. Est-ce que le créneau que l'on a actuellement vous pose un problème au niveau organisationnel? Moi, je vous invite dans la formation Cadréo, on va beaucoup le faire. Et moi, je vous en proposerai beaucoup des exemples de phrases type. Bien sûr, vous n'allez pas recracher cette phrase-là, mais simplement, ça va vous préparer. C'est comme un entraînement, comme ça, le jour où votre patient arrive en retard pour la deuxième fois, eh bien, vous serez davantage préparé pour venir poser votre cadre. Finalement, le cadre ici, on le voit bien, c'est un process. C'est-à-dire, si il se passe quelque chose, donc là, si mon patient arrive en retard, alors voici ce que je fais. On est vraiment ici, sur quelque chose comme ça ici.
Très important, vous n'avez pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Commencez par ce qui vous coûte le plus d'énergie actuellement et allez-y étape par étape. Quatrième étape, vous allez devoir exprimer, assumer et répéter ce cadre-là. D'ailleurs, ça peut être c'était pour la règle ici, mais c'est pareil. Une règle ou un cadre qui n'est pas exprimé ne peut pas être respecté. On ne peut pas en vouloir aux parents de ne pas respecter notre cadre si on n'a jamais verbalisé ce cadre. Vous allez donc devoir prévoir un temps pour verbaliser autour de ce cadre aux nouveaux patients, mais attention aussi aux anciens. Je sais que c'est très particulier et que c'est quelque chose qui est difficile pour les collègues d'aller poser un cadre à des patients anciens. C'est beaucoup plus facile pour les patients nouveaux. Et pourtant, c'est super important parce que les suivis sont longs et donc c'est quand même dommage d'avoir peut-être la moitié de sa patientèle qui est avec un flou sur le cadre parce que ça va avoir un impact en fait sur vous, sur votre bien-être et la qualité du soin que vous proposez. Et ne me dites pas: «Oui, mais en fait, je lui ai déjà dit une fois». Une fois, c'est pas suffisant. Votre cadre, les règles, elles ont besoin d'être rappelées, posées avec fermeté mais calme. Elles doivent être cohérentes dans le temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser l'écrit pour en rajouter une couche. Vous pouvez faire un mail récap, un affichage, passer une fiche de fonctionnement au début de la prise en charge, peu importe. Étape numéro 5, c'est d'accepter que poser un cadre, ça va bousculer, mais vous, ça va vous libérer et ce sera au service de votre clinique. Donc oui, vous allez peut-être être testé. Il y a des familles qui vont peut-être pas être contentes parce que c'est des familles qui ont l'habitude de malmener le cadre, mais qui vous malmènent du coup, vous aussi. Et en fait, poser votre cadre, ça n'a pas pour but de les embêter. D'ailleurs, vous pouvez le dire ça aux parents. Quand vous expliquez un mode de fonctionnement et que vous voyez un petit peu des grimaces, vous pouvez dire, quand je vous dis ça, monsieur Martin et madame Martin, c'est pas pour vous embêter. C'est pour qu'on fasse en sorte de fonctionner en bonne intelligence tous ensemble et que le suivi orthophonique de votre fille soit le plus efficace possible. Donc, c'est ce que j'ai mis là. L'idée, c'est de vous respecter pour mieux les accompagner et gagner en efficacité au niveau de votre projet de soins. J'en ai terminé. Je suis pas mal au niveau du timing. Merci pour votre écoute. Merci à Charlotte pour l'invitation. Et du coup, juste si vous avez envie d'aller plus loin, effectivement, je vous ai touché un tout petit mot sur Cadréo tout à l'heure. Donc, c'est une formation en e-learning avec aussi des sessions de coaching de groupe pour celles qui le souhaitent, pour vous apprendre à poser un cadre ferme mais bienveillant pour mieux vivre votre quotidien professionnel. Pourquoi est-ce que j'ai mis des parenthèses ici? C'est parce que l'idée, c'est de vous apprendre à oser poser un cadre ferme mais bienveillant. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site extraortho.fr pour vous inscrire sur la liste privée et normalement, la formation devrait sortir d'ici 10-15 jours maximum. Évidemment, vous pouvez tout à fait travailler votre cadre sans passer par la formation Cadréo, c'est une évidence. Cadréo est là pour vous accompagner, pour que vous fassiez les choses de manière un peu plus exhaustive, un peu plus cadrée et structurée et que vous puissiez le faire aussi maintenant la même. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Charlotte, Ouais, merci beaucoup Saskia. ouais. C'est trop chouette. Enfin, je trouve ça hyper intéressant en fait cette distinction de cadre clinique et cadre extra-clinique que j'avais jamais vu verbalisé comme ça. Ouais, Je trouve après que le cadre en général, c'est quelque chose qu'on réfléchit pas forcément quand on commence à travailler ou enfin, voilà, qu'on questionne pas forcément au cours de notre carrière ou alors qu'on n'explicite pas assez. Alors qu'en fait, tout à fait. c'est vraiment important de prendre le temps de se poser, de réfléchir, comme tu dis, à nos process, par exemple, bah, le bilan, est-ce qu'on fait une restitution derrière, est-ce qu'on co-construit nos objectifs, la présence des Tout parents, mais aussi leur implication, et de ouais, l'expliciter clairement. Moi, j'ai fait une fiche explicative, en fait, que je donne avant la première rencontre, que je OK. donne aux parents, avec le fonctionnement de l'accompagnement que je propose. Et bah, voilà, si les parents sont pas OK, il y a pas de souci, mais du coup, ils s'engagent pas dans le suivi. Et moi, derrière, bah, j'ai pas d'entorse à faire au fonctionnement qui a été pensé, pour, ma pratique, quoi. Donc du coup, tout le monde Super important. est confortable. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ah, c'est Et puis, indispensable. Mais en fait, ouais. je pense que ce côté de confort, tu vois, tu dis tout le monde est confortable. Parfois, on évite de poser le cadre pour éviter Mmh. l'inconfort discussion autour du cadre, mais en fait, on pense court terme quand on fait ça parce que sur le moyen et sur le long terme, la relation ne va pas être confortable. Le soin ne va pas être confortable. On va pas être à l'aise avec le parent. Dès qu'ils vont malmener un peu ce cadre qu'on n'a jamais verbalisé, on va se dire ouais, ils sont gonflés avec tout ce que je fais pour eux et blablabla et blablabla. Et en fait, du coup, on rumine. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, la qualité de présence et la qualité de relation, même si on leur a rien dit, mais en fait, quand même, quand ils arrivent, les parents, et qu'il y a deux, trois trucs où on s'est senti un peu malmené, ben, on est des humains, hein.
Donc, Mm. la petite colère, là, le petit truc, tu sais, un peu irrité, il est quand même là. Alors, je dis pas qu'on n'est pas capable de faire abstraction, on est des pros, et quand le gamin, il arrive, on est capable de se dire, je vais pas faire payer à l'enfant ce qui se passe avec le parent, mais mine de rien, on est dans un Ouais, mais ça mood, s'accumule et ouais, ouais. ouais, il y a un truc comme ça, et puis bon, si ça se passe avec une famille, à la limite, mais imagine avec 5, 10 familles avec qui, un peu de tous les côtés, tu te sens malmené, ben, à un moment donné, c'est perte de sens au niveau professionnel, perte de plaisir à venir en séance. Et du coup, bah, la perte de sens et perte de plaisir, ça aussi, c'est un impact sur la qualité de ce qu'on propose en séance. Ah ouais, Là, ouais, tu ça, je sais, suis d'accord, ouais. la, Mm. la- la pertinence des réflexions qu'on peut avoir, le choix des activités, la réorientation du projet thérapeutique, tout ça, il faut être vive, il faut être présente. Et je pense que si le cadre il est malmené, on perd un peu de tout ça, en Mm. partie, bien sûr. Ouais, ça reste un peu en arrière-plan, quoi. Tout à Et fait. puis, je crois que dans notre profession, enfin, voilà, qui est très féminine, voilà, c'est un peu tout ce qui est autour du care et tout, bah, on veut faire plaisir. Donc, les parents qui arrivent avec leur cadre à eux, bah, voilà, ça va le faire. Leur enfant est en difficulté, c'est pas grave, je vais Exactement. m'adapter. Et puis, bah, voilà, il y a qu'à voir après le nombre de burn-out chez les collègues. Ouais, puis je vais Ça m'adapter, marche pas, quoi. un patient peut-être, À mais à terme, 30, 40, 50 patients. Et puis après, tu dois t'adapter à tes enfants quand tu rentres à la maison parce qu'il y en a un qui a des besoins un peu particuliers ou parce que, j'en sais rien, c'est la crise au niveau du couple. Enfin, c'est pas tenable en fait sur le long terme. Voilà, sur le court terme peut-être, mais sur le long terme, c'est pas tenable. Enfin, en tout cas, de ouais, mon comme point de tu vue. dis, c'est voilà, c'est énergivore. Et puis voilà, on perd peut-être aussi ouais, le côté bah, j'adore mon boulot à cause de tout ça accumulé, quoi. C'est dommage. Ouais. Ouais. Si certaines ont des questions, vous pouvez juste ouvrir le micro et intervenir. Ouais, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Je suis allée vite hein, sur la partie préparation, mais parce que l'objectif de cette conférence, je vous l'ai dit au début, c'était surtout de vous ouvrir les yeux sur l'impact que ça pouvait avoir. Donc si déjà ça a fait ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être vous pouvez me le dire si vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez ouvert les yeux? Peut-être justement sur l'importance de ce cadre, sur l'efficacité de vos séances. Vous pouvez mettre un pouce ou mettre quelque chose sur le chat si vous voulez, si vous êtes là. Bon, personne n'est là, Charlotte. Non, ou alors elles sont toutes timides. C'est possible, ça arrive. Hein. J'ai l'habitude pendant les webinaires, c'est souvent le cas. Bon, bah écoute, il n'y a pas forcément de remarques ou de questions. On peut conclure là. Merci encore beaucoup, Saskia, d'avoir Avec accepté mon plaisir. invitation. C'est Avec vraiment très plaisir. intéressant. Merci En à effet, toi. ça change un peu de voilà, ce qu'on fait d'habitude, qui tourne beaucoup autour de la clinique, mais en même temps, c'est tellement, tellement important, cette idée de Je pense cadre et aussi. tout l'extra-clinique. Merci encore. Avec grand plaisir, Charlotte. Merci beaucoup. À bientôt.